Il était 23h10. Mon mari m'a giflé parce que le dîner n'était pas sur la table, hurlant « Va à la cuisine et prépare quelque chose tout de suite ». Je suis restée silencieuse et je me suis dirigée vers la cuisine. Pendant 20 minutes, ils ont attendu, et quand je suis revenu avec un plateau couvert, ils pensaient qu'il s'agissait d'un délicieux repas, mais lorsque j'ai soulevé la cloche en argent, le contenu n'était pas de la nourriture, mais un aller simple vers leur propre enfer sur terre. L'horloge comptoise du salon a sonné 23h10. Dehors, la rue était plongée dans un profond silence de banlieue résidentielle, brisé seulement par le doux crissement de mes pneus sur le bitume de l'allée. Mon corps me faisait mal, j'avais passé toute la journée au bureau à me battre avec des montagnes de rapports d'audit qui devaient être prêts pour le lendemain matin, ma tête battait d'une douleur perçante comme si un marteau frappait le même endroit encore et encore. Pourtant, je me suis forcé à esquisser un faible sourire en imaginant le lit king size moelleux qui m'attendait, ne désirant qu'une douche chaude et une nuit de sommeil ininterrompue. J'ai coupé le moteur et je me suis traîné vers la porte d'entrée, les clés de la maison tintant dans ma main qui tremblait légèrement d'épuisement. En ouvrant la porte, une bouffée d'air froid provenant de la climatisation m'a frappé le visage, ce qui était étrange car normalement les lumières du salon étaient éteintes à cette heure-ci, mais ce soir, tout l'espace était éclairé, brillant et stérile. Un mauvais pressentiment m'a envahi et je me suis arrêté net dans l'embrasure de la porte en les voyant, 3 silhouettes perchées sur le canapé du salon, leurs expressions illisibles. Julien, mon mari, était assis au milieu, les jambes croisées avec arrogance, à sa droite se trouvait Bernadette, ma belle-mère, ses yeux accusateurs et perçants fixés sur moi, et à sa gauche, Chloé, ma belle-sœur, faisait défiler son téléphone, m'adressant de temps à autre un sourire cynique. Avant même que je puisse dire bonsoir, Julien a bondi et s'est avancé vers moi, le visage rouge de colère, la mâchoire serrée, les veines de son cou saillantes, signe certain qu'il était sur le point d'exploser. « Chérie, je viens juste de rentrer. » Je n'ai pas fini ma phrase qu'une gifle cinglante a atterri sur ma joue gauche, le son si net qu'il a brisé le silence nocturne de la maison, une chaleur brûlante se propageant instantanément sur mon visage tandis que ma tête basculait sous la force du coup. J'étais figé, la fatigue profonde que je ressentais quelques instants plus tôt s'était évanouie, remplacée par un choc accablant, ma main droite tremblant alors que je touchais ma joue qui commençait déjà à s'engourdir. J'ai regardé Julien, cherchant dans ses yeux une lueur de remords, mais il n'y avait rien, seulement l'éclat d'une fureur explosive. « Tu as vu l'heure, espèce d'incapable » a hurlé Julien, son visage à quelques centimètres du mien, ses postillons aspergeant mon chemisier. « Pour qui tu te prends à rentrer à cette heure-ci, à faire la fête pendant que ton mari est à la maison ?» J'ai ravalé les larmes qui menaçaient de couler et j'ai répondu d'une voix tremblante mais en m'efforçant de rester calme. « Julien, je faisais des heures supplémentaires, tu sais que c'est la fin du trimestre, j'ai une tonne de travail, et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message cet après-midi. » Je ne voulais pas paraître faible devant eux, mais Bernadette a coupé la parole, sa voix perçante s'élevant alors qu'elle se levait du canapé en pointant un doigt vers mon visage. « Des excuses. Quel genre d'épouse es-tu ? Nous sommes assis ici depuis 1 heure, affamés, il n'y a rien sur la table, les casseroles sont vides, le frigo ne contient que de l'eau filtrée, tu veux que ton mari et moi mourions de faim. » Chloé est intervenue sans lever les yeux de son téléphone, comme si j'étais moins importante que son fil d'actualité. « Un peu de conscience de soi, peut-être, Camille ? Julien est fatigué d'être à la maison toute la journée, le moins qu'une femme puisse faire quand elle rentre du travail, c'est d'apporter à manger ou de cuisiner, pas de revenir les mains vides, mon Dieu, tellement inutile. Je les ai regardés un par un. Julien, au chômage depuis 6 mois après avoir été licencié pour détournement de fonds de l'entreprise, bien qu'il dise toujours aux voisins qu'il lançait sa propre start-up. Bernadette, qui me demandait des milliers d'euros chaque mois pour ses dépenses et ses déjeuners au club de golf mais qui était incapable de débarrasser une seule assiette sale dans cette maison, et Chloé, une fille de 25 ans dont le seul travail consistait à dormir, manger et faire des achats en ligne avec la carte de crédit supplémentaire liée à mon compte. Tous vivaient de mon dur labeur, tous respiraient sous le toit d'une maison dont je payais l'hypothèque chaque mois, et maintenant ils me hurlaient dessus parce que j'étais en retard pour leur préparer le dîner. « Va à la cuisine maintenant » a rugi Julien une nouvelle fois, me poussant violemment par l'épaule, me faisant trébucher contre le meuble à chaussures près de la porte. « Et ne sors pas tant qu'il n'y aura pas de nourriture décente sur cette table, et tu as intérêt à ce que ce soit bon, ou je t'écrase l'assiette sur la figure. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'étouffer la rage qui commençait à brûler dans ma poitrine. J'avais envie de crier, de vomir toute la frustration que j'avais accumulée depuis si longtemps, de les jeter hors de ma maison à l'instant même, mais non, la rage ne ferait que ruiner mon plan.
Je devais être calme pour leur servir ce qu'ils méritaient de la manière la plus douloureuse possible, une vengeance élégante qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai remis mes vêtements en place et je me suis redressé, regardant Julien droit dans les yeux, sans peur ni tristesse, seulement avec une froideur vide. D'accord, dis-je d'une voix basse mais ferme, je vais vous préparer un plat spécial, celui que vous méritez le plus ce soir. Sans attendre de réponse, je suis passé devant Julien, ignorant le regard méprisant de Bernadette et le rire moqueur de Chloé, et je me suis dirigé directement vers la cuisine, la pièce où je passais habituellement des heures à les servir comme leur bonne personnelle. Mais ce soir serait différent, aucun arôme de repas délicieux ne s'échapperait de cette cuisine, ce soir, cette cuisine deviendrait le lieu où je préparerais leur ruine. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte fermement, appuyant mon dos contre elle et fermant les yeux un instant pour rassembler mes forces. La brûlure sur ma joue était toujours là, mais la douleur dans mon cœur était bien plus insupportable. Durant nos 5 années de mariage, j'avais toujours essayé d'être une épouse dévouée, fermant les yeux sur la paresse de Julien, endurant les critiques de Bernadette et cédant aux caprices de Chloé, pensant qu'avec de la patience, il changerait, mais j'avais tort. Ma patience n'avait fait que nourrir les monstres en eux, les rendant plus avides, plus cruels et plus effrontés. J'ai ouvert les yeux, les larmes que j'avais retenues étaient sèches, ils ne méritaient pas qu'on pleure pour eux, ces parasites. Je suis allé vers un tiroir dans le coin de la cuisine où je gardais des choses importantes que je cachais, c'en était assez, ce drame familial devait cesser ce soir. Le bruit d'un couteau frappant une planche à découper a résonné brusquement, tac, 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 le rythme remplissant la cuisine, perçant les murs et atteignant le salon. Je savais exactement ce qu'il pensait là-bas, il devait sourire, se sentant victorieux d'avoir plié ma volonté une fois de plus, pensant que l'épouse idiote et effrayée se dépêchait de couper des oignons ou de hacher de la viande pour satisfaire leurs estomacs choyés. Mais sur le plan de travail, il n'y avait pas un seul ingrédient, le grand couteau de chef frappait simplement la planche en bois vide encore et encore, cela faisait partie de la performance, je voulais qu'ils se sentent au sommet du monde avant de les plonger dans l'abîme le plus profond. Tandis qu'une main faisait les faux bruits de découpe, l'autre s'affairait à préparer le vrai plat. J'ai sorti un grand plateau en argent que nous n'utilisions normalement que pour Noël ou les grandes fêtes de famille, le plateau brillait sous les lumières de la cuisine. Je n'y ai rien mis, ni poulet rôti, ni purée de pommes de terre, ni pot-au-feu, ni soupe savoureuse, ni légumes sautés qu'ils exigeaient habituellement. À la place, j'ai sorti un dossier épais d'un compartiment caché sous l'évier, un dossier que je préparais depuis 3 mois, attendant le bon moment. Je l'ai ouvert et j'en ai sorti 3 documents clés, premièrement, l'acte de propriété de cette maison, acheté avec mes économies, bien que Julien ait insisté pour que son nom figure également sur l'acte pour se sentir valorisé en tant que chef de famille, mais le mois dernier. Après avoir payé la dernière échéance de l'hypothèque avec ma prime annuelle, j'avais secrètement fait transférer le titre uniquement à mon nom. Un processus complexe et coûteux mais réalisé grâce à un notaire de confiance qui a travaillé rapidement et discrètement sans que Julien ne le sache jamais, ce document était la preuve que chaque brique, chaque tuile et chaque centimètre de cette propriété m'appartenait. Deuxièmement, les papiers du divorce déjà remplis et signés par moi, détaillant tous les motifs, violence verbale, violence physique, celle qui venait de se produire et qui était heureusement enregistrée par la caméra de sécurité que j'avais installée dans le salon la semaine dernière, et abandon. Économique, j'en avais fini de soutenir un homme dont le seul talent était de donner des ordres. Troisièmement, une pile de relevés bancaires épaisse comme un roman, où j'avais utilisé un surligneur pour marquer chaque virement effectué depuis mon compte pour financer leur train de vie, les paiements pour le 4x4 de Julien, l'allocation mensuelle pour les déjeuners mondains de Bernadette. Les factures de carte de crédit de Chloé pour des sacs et des chaussures de créateur, et même l'argent liquide pour les cigarettes et l'essence de Julien, tout était méticuleusement enregistré, la somme était astronomique, de quoi acheter un petit appartement comptant. C'était la preuve irréfutable que j'étais le pilier économique de cette famille, pas Julien. J'ai disposé les 3 documents soigneusement sur le plateau, l'acte de propriété au centre, la demande de divorce à gauche et les relevés bancaires à droite, puis j'ai recouvert le tout d'une cloche en argent étincelante. Parfait. De l'extérieur, cela ressemblait à un service de dîner 5 étoiles. J'ai regardé ma montre, exactement 20 minutes s'étaient écoulées, c'était l'heure de l'événement principal. J'ai soulevé le plateau à 2 mains, il n'était pas aussi lourd que le fardeau que j'avais porté toutes ces années, et pourtant il semblait être le poids le plus magnifique que j'ai jamais tenu. J'ai pris une profonde inspiration, composé mon visage en un masque d'indifférence et poussé la porte de la cuisine. Dans la salle à manger, tous les 3 étaient déjà assis autour de la table, leurs visages rayonnant d'impatience, couteau et fourchette en main, prêts à dévorer tout ce que j'avais préparé.
Quand ils m'ont vu émerger avec le grand plateau couvert, les yeux de Bernadette se sont illuminés. C'est mieux ainsi, dit-elle avec condescendance, s'installant confortablement dans sa chaise, une femme doit être diligente, il ne suffit pas de gagner de l'argent, l'estomac de son mari et de sa belle-mère passe avant tout. Julien a grogné, le visage encore aigre de sa rage précédente, tu en as mis du temps, j'espère que ça vaut le coup d'attendre, si c'est fade, prépare-toi à cuisiner à nouveau. Chloé a même tendu le cou, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, belle-sœur? Bizarre que je ne sente rien, tu n'as pas juste fait des pâtes, j'espère? Je n'ai pas dit un mot, j'ai placé le plateau pile au centre de la table avec un mouvement lent et solennel, le tintement du plateau en argent sur le dessus de table en verre les a fait taire un instant. Je me suis tenu en bout de table, les regardant un par un avec une expression qui a fait froncer les sourcils à Julien, il a peut-être senti le changement radical dans mon aura. Allez-y, dis-je sèchement, c'est le meilleur plat que je puisse vous offrir ce soir, mangez à votre faim. Impatient, Julien a tendu la main et a arraché la cloche en argent, voyons ce que, sa phrase est morte dans sa gorge. Le bruit de la cloche tombant sur la table a résonné bruyamment dans le silence soudainement tendu, il n'y avait pas de vapeur chaude, pas d'arôme parfumé d'épices pour leur mettre l'eau à la bouche. Sur le plateau, il n'y avait qu'une pile de papier. Les yeux de Julien se sont écarquillés, il a plissé les yeux, essayant de lire le document du dessus, son visage autrefois rouge de rage devenant lentement pâle en reconnaissant l'entête et le titre. C'est quoi ce bordel? Sa voix tremblait, non pas de colère, mais de confusion et d'une panique naissante. Bernadette, qui était presbyte, a attrapé la pile de papier la plus épaisse, où est la nourriture? Pourquoi tu nous donnes des journaux? Tu es devenue folle, Camille. Mais quand elle a vu les chiffres surlignés sur les relevés bancaires, ses yeux ont exorbité, ça? Qu'est-ce que c'est? Chloé, plus vive d'esprit, a saisi les papiers du divorce, les a parcourus, puis m'a regardé, la bouche bée, Julien, Camille demande le divorce, a-t-elle hurlé hystériquement. La situation a explosé immédiatement. Julien a claqué l'acte de propriété sur la table, se levant d'un bond, pointant un doigt tremblant vers moi, des papiers de divorce? Pour qui tu te prends pour divorcer de moi, espèce de femme ingrate? Et cet acte de propriété? Pourquoi est-il seulement à ton nom? Où est mon nom? Tu m'as piégé. J'ai souri, un sourire très doux mais qui semblait froid et tranchant, mangez votre réalité, Julien, Bernadette, Chloé. Régalez-vous de ces chiffres, c'est la quantité de mon argent que vous avez dévoré tout ce temps. J'ai regardé Julien droit dans les yeux, cette maison est légalement la mienne, l'acte original a été placé dans un coffre à la banque ce matin, ce n'est qu'une copie, donc la déchirer est inutile. Puis je me suis tourné vers Bernadette, qui tremblait en tenant les relevés bancaires, et à partir de ce moment, je vous mets tous dehors de ma maison. De quel droit tu nous mets dehors, a crié Bernadette, sa voix si aiguë qu'elle m'a fait tinter les oreilles, c'est la maison de mon fils, Julien est l'homme de la maison, tu ne fais qu'y vivre. L'homme de la maison? J'ai ri doucement, un son amer. Quel genre d'homme de la maison vit au crochet de sa femme? Quel genre d'homme de la maison laisse sa propre mère insulter sa femme? Pour ton information, Bernadette, Julien n'a pas contribué un seul centime à ce foyer depuis plus d'un an, même l'électricité qui alimente cette lampe au-dessus de ta tête est payée par moi. Julien a grogné, les poings serrés, prêt à me frapper à nouveau, il a commencé à contourner la table, s'approchant de moi avec l'intention claire de me faire du mal. Retire ce que tu as dit ou je vais. Où tu vas quoi, l'ai-je défié. Je n'ai pas reculé d'un seul pas, au contraire, j'ai levé le menton, tu veux me frapper encore? Vas-y. La caméra de sécurité dans ce coin a déjà enregistré ta gifle dans le salon. Un contact de plus et la vidéo sera automatiquement téléchargée sur le cloud et envoyée sur le téléphone de mon avocat. En plus du divorce, tu veux ajouter une charge criminelle pour violence conjugale? Julien s'est arrêté net, il a levé les yeux et a vu la petite caméra avec une lumière rouge clignotante dans le coin de la pièce, son visage s'est transformé en un mélange de peur et de haine profonde, il a réalisé qu'il était tombé droit dans mon piège. Dehors, dis-je froidement. Le silence créé par ma menace n'a duré que quelques secondes avant de voler en éclats dans un tumulte assourdissant. Bernadette a été la première à perdre le contrôle, la vieille femme qui soignait normalement son image de dame élégante pour ses amis hurlait maintenant comme une harpie, balayant tous les papiers de la table avec ses mains ridées, les éparpillant sur le sol, son visage inondé de larmes de rage. Pas de chagrin. Sa fierté avait été piétinée par la belle-fille qu'elle avait toujours considérée comme un peu plus qu'un distributeur automatique ambulant,
elle ne pouvait pas accepter la réalité que le luxe dont elle jouissait était sur le point de disparaître en un instant. Bernadette a frappé ses paumes sur la table à manger encore et encore, hurlant des accusations contre moi, me traitant d'escroc, prétendant que j'avais manipulé Julien, utilisé la magie noire ou trompé son fils dans un moment de faiblesse pour saisir ses biens. Ces accusations étaient ridicules, comment pouvais-je escroquer Julien de biens qu'il n'avait jamais eus? Tout dans cette maison, de l'argenterie au 4x4 dans le garage, avait été acheté avec mon propre argent durement gagné, mais la logique s'applique rarement à ceux qui paniquent à l'idée de perdre leur vache à lait. Julien, qui avait été figé par la menace de la caméra, arpentait maintenant la salle à manger comme un tigre en cage, passant ses mains dans ses cheveux par frustration, ses yeux sauvages cherchant une échappatoire, un moyen de renverser la situation. Il a ramassé la copie froissée de l'acte de propriété sur le sol, l'a mise en boule et me l'a jetée, l'impact était mou, rebondissant à peine sur mon épaule, mais cela démontrait son impuissance, il savait qu'il n'avait aucun terrain juridique sur lequel se tenir, les documents étaient réels. Les relevés bancaires authentiques, et il savait pertinemment qu'il vivait à mes crochets depuis des années. Chloé, ma belle-sœur gâtée, a réagi différemment mais tout aussi agaçante, elle n'a pas crié ni ragé, au lieu de cela, elle a éclaté en sanglots hystériques, serrant le sac à main de créateur qu'elle avait acheté la semaine dernière avec ma carte de crédit. Bien sûr, elle a supplié son frère de faire quelque chose, elle était terrifiée à l'idée d'être sans abri, de ne plus pouvoir frimer sur les réseaux sociaux, que ses amis découvrent qu'elle n'était pas réellement riche. Ces gémissements pathétiques me donnaient mal à la tête, mais en même temps, ils m'apportaient une étrange satisfaction. Enfin, cette fille ressentait la peur de l'avenir, la même peur qui m'avait tourmenté chaque fois que je voyais ses factures de carte de crédit. Je les ai laissés se défouler quelques minutes, je suis resté immobile au bout de la table, les bras croisés, savourant le spectacle d'une famille de parasites s'autodétruisant. Quand j'ai décidé que c'était assez, je me suis dirigé vers un coin de la pièce où j'avais caché quelque chose derrière les longs rideaux, j'en ai sorti 3 grands sacs poubelles noirs, du genre résistant, remplis à ras-bord, et je les ai traînés au centre de la pièce. Le bruit du plastique raclant contre le carrelage les a fait se retourner. De toutes mes forces, je leur ai jeté les sacs un par un. Boum, boum, boum. Les 3 énormes sacs ont atterri à leurs pieds. Julien a sursauté de surprise, Bernadette a cessé de hurler et Chloé a suspendu ses pleurs, ils fixaient les sacs poubelles avec confusion, une légère odeur de naphtaline et de poussière s'en dégageait. Ce sont vos affaires, dis-je d'un ton plat et sans émotion, je les ai emballés cet après-midi pendant que vous étiez sortis faire du shopping. Vêtements, pantalons, chaussures et tout objet personnel que j'ai jugé important sont là-dedans. Le reste, ce que je considérais comme des ordures ou des choses achetées avec mon argent que vous ne méritez pas d'emporter, a été jeté à la benne ou mis de côté pour être vendu. Ne prenez pas la peine de monter dans vos chambres, elles sont déjà verrouillées et j'ai jeté les clés, vous n'avez accès à aucune autre partie de cette maison à part cette salle à manger et la porte d'entrée. Chloé a hurlé et a déchiré l'un des sacs en plastique, le contenu s'est déversé sur le sol, des vêtements froissés et roulés n'importe comment, plusieurs paires de chaussures entassées sans leur boîte et des produits cosmétiques jetés sans trousse. Elle a pleuré encore plus fort en voyant sa collection de vêtements coûteux traités comme des ordures, protestant que ses vêtements seraient ruinés, mais je m'en fichais, pour moi, c'était juste du fatras qui devait être débarrassé de ma maison le plus vite possible. Bernadette me fixait avec incrédulité comme si je venais de me transformer en monstre, elle s'est agrippée la poitrine, simulant une crise cardiaque, commençant à respirer lourdement en espérant que je m'adoucirais et annulerais l'expulsion. Cette astuce fonctionnait à chaque fois auparavant, dès que je me mettais en colère, elle faisait semblant d'être malade et je finissais par m'excuser et prendre soin d'elle, mais cette fois, je l'ai juste regardée froidement, je connaissais les résultats de son bilan de santé du mois dernier. Son cœur était parfaitement sain, la seule chose malade était son âme remplie d'envie et de méchanceté. Julien a essayé de s'approcher de moi à nouveau, cette fois avec un faux ton suppliant, il a baissé la voix et a essayé de toucher ma main, mais je l'ai retiré brusquement. Il a commencé à parler de nos bons souvenirs, des vœux que nous avions faits, de ce que diraient les voisins si nous divorcions, essayant de manipuler mes sentiments en utilisant ces vieilles armes, la pitié et la peur des ragots. Mais il oubliait que le cœur d'une femme, blessée à répétition, finit par geler et devenir dur comme de la pierre, il n'y avait plus de fissures par lesquelles Julien pouvait se glisser. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, 5 minutes s'étaient écoulées depuis mon ultimatum. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, tapoté l'écran quelques fois et leur ai montré l'écran affichant le bouton d'appel d'urgence pour le poste de sécurité de la résidence. J'ai regardé Julien, lui donnant un dernier avertissement non négociable, ma patience était épuisée et je ne gaspillerai pas une minute de plus dans ce drame bon marché. Maintenant,
Ramassez ces sacs poubelles et traînez-les hors de ma maison, ai-je ordonné fermement. Si vous êtes encore là dans 10 secondes, j'appuie sur ce bouton. Les agents de sécurité viendront vous expulser de force. Imaginez la honte d'être traîné dehors comme des cambrioleurs devant tous les voisins. Le choix vous appartient, sortir sur vos deux pieds avec le peu de dignité qu'il vous reste ou être expulsé de force avec un spectacle gratuit pour tout le quartier. 1, 2, 3. Julien était paralysé, le visage blanc comme un linge, il me regardait, cherchant le moindre doute dans mes yeux mais n'en trouvant aucun, il voyait un sérieux mortel. Les mains tremblantes, il a attrapé l'un des grands sacs en plastique, il a crié à Chloé d'arrêter de pleurer et de l'aider à porter les affaires, il a aussi tiré le bras de sa mère, qui simulait encore une crise d'asthme, pour la faire se lever. Ils ont finalement réalisé que je ne bluffais pas, la reine de la maison s'était réveillée et ses ordres étaient absolus. La lourde porte d'entrée en chêne s'est ouverte, révélant l'obscurité dense de la nuit, une forte rafale de vent s'est engouffrée à l'intérieur, portant les premières gouttes d'une forte pluie qui commençait tout juste à tomber. Le ciel lui-même semblait bénir mon plan de nettoyer la maison de toute sa souillure alors qu'un orage éclatait juste au moment où ils faisaient leur premier pas dehors. Un coup de tonnerre a grondé au loin, s'accordant au battement de mon cœur qui s'emballait avec l'adrénaline. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, m'assurant qu'ils partaient avec leur sac poubelle plein de leurs maigres possessions. Julien est passé en premier, hissant un grand sac plastique noir sur son épaule, il avait l'air pathétique, bien loin du mari arrogant qui m'avait giflé plus tôt, sa chemise trempée par la pluie, ses cheveux plaqués sur la tête et le visage baissé, cachant sa rage et sa honte. Derrière lui, Chloé traînait son sac à contre-cœur, jurant dans sa barbe chaque fois que le plastique s'accrochait au pavé de l'allée. Bernadette marchait avec difficulté, ne portant rien, essayant de maintenir les derniers vestiges de sa fierté le menton haut, bien que son corps commence à trembler sous le vent froid de la nuit. Au moment où le dernier pied de Bernadette a franchi le seuil, j'ai claqué la porte. Boum. Le son est devenu le point final d'un chapitre sombre de ma vie. J'ai verrouillé le pen dormant et mis la chaîne de sécurité. Des coups violents ont commencé à retentir de l'extérieur, quelques secondes plus tard, Julien a commencé à crier mon nom, puis à m'insulter, puis à supplier, sa voix étouffée, noyée par le bruit de la pluie qui martelait maintenant plus fort contre le toit. Je n'ai pas bronché. Je suis allé à la fenêtre de devant et j'ai légèrement tiré le rideau pour jeter un coup d'œil. Dans la cour avant, les trois se tenaient grelottants, la pluie était maintenant une averse torrentielle, les trempant en quelques secondes, les sacs poubelles dégoulinaient, paraissant encore plus misérables. Julien frappait toujours à la porte, espérant que je m'attendrirais à la vue de leur détresse. Il avait tort, les voir tremper apaisait en fait les blessures de mon cœur, c'était un karma instantané pour la façon dont ils m'avaient traité pendant des années. Ne m'avait-il pas souvent laissé attendre un taxi sous la pluie après le travail pendant que Julien prenait ma voiture pour traîner avec ses amis? Maintenant, ils pouvaient sentir l'eau froide s'infiltrer dans leurs os. Le vacarme sur mon porche a attiré l'attention des voisins, les lumières des maisons de chaque côté ont commencé à s'allumer, certains ont ouvert leurs fenêtres ou sont sortis sur leur balcon pour voir ce qui se passait. Julien, réalisant qu'il avait un public, a instantanément changé de tactique, il a cessé de crier des insultes et a commencé à hurler d'un ton pitoyable, essayant de jouer la victime. Criant aux voisins que j'étais une femme sans cœur qui avait jeté son mari et sa belle-mère malade dehors en pleine nuit. Il agissait comme la partie lésée, espérant que la sympathie du public me forcerait à ouvrir la porte. Au secours! S'il vous plaît, aidez-nous. Ma femme est devenue folle, ma mère a une maladie cardiaque, s'il vous plaît, ne nous laissez pas mourir ici, hurlait Julien en pointant ma porte d'entrée. Bernadette, dont les instincts dramatiques étaient aiguisés, s'est effondrée sur le porche mouillé, faisant semblant de s'évanouir. Chloé s'est agenouillée à côté d'elle, secouant le corps de sa mère en gémissant bruyamment, créant une scène de feuilleton. Certains voisins ont commencé à chuchoter, le président du conseil syndical, qui vivait 3 maisons plus loin, a commencé à s'avancer avec un parapluie. Je savais que je ne pouvais pas rester là à ne rien faire et laisser Julien déformer la réalité. J'ai attrapé mon téléphone et appelé le poste de sécurité principal. Le téléphone a sonné 2 fois avant que la voix grave de Monsieur Martin, le chef de la sécurité, ne réponde. Je lui ai demandé de venir immédiatement chez moi avec son équipe, expliquant qu'il y avait un trouble à l'ordre public, que des étrangers faisaient une scène sur mon porche et perturbaient la paix de la résidence. Quelques instants plus tard, 2 voitures de patrouille sont apparues, leurs gyrophares bleus clignotant, Monsieur Martin et 2 de ses hommes en sont sortis rapidement, s'approchant du porche où se déroulait le drame familial de Julien.
J'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert la porte juste assez pour parler à Monsieur Martin sans laisser Julien forcer le passage. « Monsieur Martin, veuillez faire partir ces gens, dis-je fort, ma voix perçant la pluie pour que les voisins espions puissent entendre, ils ne vivent plus dans cette maison, nous sommes séparés et la maison est ma propriété comme indiqué sur l'acte. Ils essaient de s'introduire par effraction et cause du désordre, veuillez les escorter hors de la résidence. » La mâchoire de Julien est tombée, il a essayé de se défendre auprès de Monsieur Martin. « Monsieur, c'est ma maison, ma femme est juste énervée, s'il vous plaît ne l'écoutez pas. » Mais Monsieur Martin était un professionnel qui travaillait ici depuis longtemps, il savait parfaitement qui payait les lourdes charges de copropriété et de sécurité à temps chaque mois, moi, pas Julien. Il avait aussi vu Julien rentrer ivre de nombreuses fois ou organiser des fêtes bruyantes dont les voisins se plaignaient, la sympathie de Monsieur Martin n'était clairement pas avec Julien. « Je suis désolé, Monsieur Evans, Madame Evans est la propriétaire légale de cette propriété et elle vous a demandé de partir, s'il vous plaît, ne causez pas plus de problèmes à cette heure-ci, dit fermement Monsieur Martin en prenant Julien par le bras. Nous allons vous escorter jusqu'à la sortie. » Julien a essayé de résister, mais les deux gardes robustes étaient bien plus forts. Bernadette, qui faisait semblant d'être inconsciente, a soudainement récupéré et s'est levée précipitamment, craignant d'être soulevée de force. Ils ont été escortés hors de ma propriété comme des détenus, le visage de Julien était rouge de honte d'être le centre d'attention des voisins qui le regardaient maintenant avec mépris, son numéro de victime avait échoué spectaculairement. Quand ils ont atteint le portail, Julien s'est soudainement souvenu de quelque chose, il s'est arrêté et s'est retourné, criant vers moi alors que je me tenais toujours dans l'embrasure de la porte, « Les clés de la voiture. » « Où sont les clés de la voiture ? Mon portefeuille et les clés sont toujours à l'intérieur, lance-les-moi. Laisse-nous au moins partir en voiture. » J'ai souri avec ironie et j'ai lentement secoué la tête, faisant un pas en avant pour qu'ils puissent voir mon visage clairement sous la lumière du Porsche. « La voiture ? Quelle voiture, Julien ? » Le 4x4 noir, demandai-je d'un ton faussement innocent. « Juste pour que tu saches, la carte grise de cette voiture est à mon nom. J'ai fini de la payer le mois dernier avec ma prime, donc c'est ma voiture et j'ai caché les clés là où tu ne les trouveras jamais, tu n'as aucun droit sur ce véhicule. » Mais j'ai besoin d'une voiture. Où sommes-nous censés aller sous cette pluie, a hurlé Julien de frustration, sa voix se brisant sous l'averse. Ce n'est plus mon problème, répliquai-je froidement, vous pouvez marcher, un peu d'exercice ne vous fera pas de mal, ou appeler un taxi. Oh, attends. J'ai oublié que ton portefeuille est à l'intérieur et que toutes les cartes de crédit dans ce portefeuille sont rattachées à mon compte, que j'ai annulé depuis mon application bancaire il y a 5 minutes, donc ce portefeuille t'est inutile. Julien est resté là dans un silence stupéfait, le visage cendré, il venait de réaliser toute l'étendue de sa ruine, pas de maison, pas de voiture, pas un seul centime à son nom. Monsieur Martin a fait signe à ses hommes de continuer à avancer, « Allez, monsieur, on y va, n'importunez plus Madame Evans, a averti le garde. Julien, Bernadette et Chloé ont finalement abandonné, traînés loin de la maison luxueuse où ils avaient vécu comme des parasites, ils ont marché péniblement sous la pluie torrentielle, traînant les sacs poubelles noirs qui étaient désormais leur seule possession. J'ai refermé la porte et je l'ai verrouillée, la pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur de ma maison, c'était paisible et chaud. Pour la première fois en 5 ans, j'avais l'impression d'être vraiment rentré chez moi, un poids énorme avait été soulevé de mes épaules. J'ai appuyé mon dos contre la porte, laissé échapper un long soupir et souri. Ce soir, j'allais dormir profondément, très profondément. Les grilles de la résidence luxueuse se sont refermées derrière eux, un mur séparant la vie confortable qu'ils venaient de perdre de l'enfer terrestre qui les accueillait désormais. La pluie ne cessait pas, au contraire, elle s'intensifiait avec un vent glacial qui les glaçait jusqu'aux os. Julien, Bernadette et Chloé frissonnaient sur le bord d'une route solitaire, il n'y avait aucun abri sauf quelques arbres feuillus qui ne semblaient que faire dégoûter plus d'eau sur eux, ils ressemblaient à des rats d'égout rejetés par une inondation, mouillés, sales et misérables. Les sacs poubelles noirs, leur seule fortune, semblaient plus lourds à mesure qu'ils se remplissaient d'eau à travers les nœuds mal faits. Ils marchaient sans but le long du trottoir inondé, la faible lumière des lampadaires éclairait leurs visages désespérés. Pour la 10e fois, Julien a vérifié ses poches, espérant un miracle sous la forme d'un billet oublié ou d'une carte de débit égarée, mais il n'y avait rien, son portefeuille en cuir coûteux avec sa carte d'identité. Son permis de conduire et ses cartes bancaires étaient posés sur la table de nuit dans la maison, Camille avait tout prévu parfaitement. Sans ce portefeuille, Julien n'était personne, il ne pouvait pas louer une chambre d'hôtel, acheter de la nourriture ou même prendre un café chaud dans un restaurant,
son identité et son accès à l'argent étaient enfermés dans la maison qui lui était désormais interdite. Bernadette a commencé à délirer à cause du froid, ses dents claquaient et ses lèvres devenaient bleues, la femme qui avait toujours été impeccablement maquillée avait maintenant l'air vieille et fragile, la pluie avait lavé son maquillage, la laissant avec un air macabre. Des traînées noires coulant de ses yeux. Elle blâmait Julien, sa voix se perdant dans le bruit de la pluie, elle maudissait la stupidité de son fils de ne pas avoir su contrôler sa femme, dans la logique tordue de Bernadette, tout cela arrivait parce que Julien n'avait pas été assez dur pour dresser Camille. Et non parce qu'il l'avait opprimée pendant des années. Chloé trébuchait derrière eux, le talon de l'un de ses talons aiguilles s'était cassé lorsqu'elle avait marché dans un nid de poule, la forçant à boiter tout en portant la chaussure coûteuse désormais inutile. Finalement, ils ont trouvé un petit centre commercial fermé avec un auvent assez large pour offrir un peu d'abri. Sans un mot, ils se sont effondrés sur le béton froid et poussiéreux. Julien a appuyé son dos contre un rideau métallique froid, son estomac rugissait, la faim commençait à s'installer brutalement, la dernière fois qu'ils avaient mangé c'était au déjeuner, et ils avaient anticipé le festin que Camille était censée préparer, ironiquement. Ils avaient reçu un plat inoubliable, mais pas comestible. L'image d'une assiette chaude de nourriture dansait maintenant dans son esprit, le torturant. Chloé a sorti son téléphone, l'écran légèrement fissuré après avoir été cogné dans le sac poubelle, elle a essayé de commander un Uber avec les 10% de batterie qui lui restaient. Cependant, son doigt a plané sur le bouton de confirmation lorsqu'elle a réalisé que le mode de paiement était lié directement à la carte de crédit supplémentaire de Camille. Les mains tremblantes, elle a essayé quand même, une notification d'échec de transaction est apparue immédiatement, Camille avait tout bloqué. Chloé a alors essayé d'appeler ses amis de la haute société, espérant que l'un d'eux l'aiderait. Le premier appel est tombé sur la messagerie, le deuxième a été rejeté, le troisième a été pris par une amie, Jessica, mais dès que Chloé a expliqué qu'elle avait été mise à la porte et qu'elle avait besoin d'argent, Jessica a prétendu avoir une mauvaise connexion et a raccroché. Chloé a fracassé son téléphone au sol par frustration et a éclaté en sanglots en serrant ses genoux. La nuit semblait terriblement longue et torturante, ils ne pouvaient pas dormir, les moustiques piquaient leur peau humide, le bruit occasionnel des voitures qui passaient les faisait sursauter, chaque fois qu'une voiture de luxe passait, le cœur de Julien se serrait, lui rappelant son 4x4 noir. Maintenant garé confortablement dans le garage de Camille. Dans le silence du petit matin, Bernadette s'est plainte d'une douleur aiguë à l'estomac due au froid et à la faim, il n'y avait pas de médicaments, pas de couverture, pas d'eau chaude. Julien ne pouvait que regarder sa mère avec des yeux vides, une lueur de culpabilité commençait à faire surface, mais son ego massif l'a rapidement étouffé, la remplaçant par une haine renouvelée pour Camille, il jurait qu'il se vengerait dès que le soleil se lèverait. L'aube s'est enfin levée, la lumière du soleil était aveuglante mais n'offrait aucune chaleur à leur cœur, leur corps était raide et endolori, une odeur humide et moisie montait de leurs vêtements qui avaient séché sur eux pendant la nuit. Les passants les regardaient avec dégoût, supposant qu'ils étaient les nouveaux sans-abri du quartier. Un employé arrivant pour ouvrir un magasin les a chassés, jetant un seau d'eau sale à leurs pieds pour les faire partir. Avec leur dignité en lambeaux, ils ont traîné leurs affaires jusqu'à un banc dans un parc public voisin. Alors qu'ils étaient assis là, endurant une faim toujours croissante, Chloé, par ennui, a ouvert ses réseaux sociaux avec les dernières miettes de ses données mobiles, ses yeux se sont écarquillés devant la dernière story Instagram de Camille postée il y a tout juste 15 minutes. Chloé a montré l'écran à Julien et Bernadette, c'était une photo d'un bol de granola artisanal avec des fruits rouges frais et un café latte fumant avec un art de mousse parfait, sur fond d'un appartement moderne et propre, dans le coin de la photo. Une petite légende, le meilleur petit déjeuner est un petit déjeuner sans parasites. Reconnaissante bénie. En voyant la photo, l'estomac de Julien s'est retourné violemment, non seulement de faim, mais de l'envie et de la rage qui ont éclaté dans sa poitrine. Camille profitait de sa vie alors qu'il souffrait dans la rue comme des ordures. La réalité de la vie sans le portefeuille de sa femme était terrifiante, le monde n'était plus bienveillant et il n'était que des grains de poussière sans valeur. Julien a décidé qu'il ne pouvait pas abandonner, il avait encore un travail, oui, il était toujours responsable marketing chez un distributeur de fournitures de bureau, bien que son poste ne soit pas très élevé et que son salaire soit médiocre. Il le flambait souvent dans de petits paris en ligne qu'il cachait à Camille. Il s'est dit que s'il pouvait se rendre au bureau, il pourrait demander une avance sur salaire ou un prêt à un collègue pour louer une chambre temporaire pour sa mère et sa sœur, il devait sauver ce qui restait de sa dignité d'homme. Il a laissé Bernadette et Chloé au parc, promettant de revenir avec de l'argent et de la nourriture avant le déjeuner. Avec une détermination pure, il a marché les 3 kilomètres jusqu'à son bureau.
Il s'est arrêté dans des toilettes publiques pour se laver le visage et arranger ses cheveux, bien qu'il ne puisse pas enlever l'odeur de moisi de sa chemise froissée, il a essuyé ses chaussures boueuses du mieux qu'il pouvait avec une serviette en papier humide. Il était loin de ressembler à un manager, mais il n'avait pas d'autre choix. En arrivant dans le hall du bureau, la réceptionniste l'a regardé en fronçant les sourcils. Normalement Julien arrivait dans un costume impeccable sentant l'eau de Cologne coûteuse avec une allure soignée grâce aux soins de Camille. Aujourd'hui, il avait l'air d'avoir survécu à une catastrophe naturelle. Julien a ignoré son regard étrange et s'est dirigé directement vers l'ascenseur. À l'intérieur, 2 employés d'un autre département se sont subtilement couverts le nez et ont chuchoté en le regardant. Julien a fait semblant de ne pas remarquer, regardant droit devant lui avec un visage tendu, son cœur battait la chamade, terrifié à l'idée que sa pauvreté soudaine soit exposée. Dès qu'il a atteint son bureau, avant même qu'il ne puisse s'asseoir, une employée des RH était déjà là, le visage sérieux. « Monsieur Evans, le directeur et le chef des ressources humaines vous attendent dans la salle de conférence, maintenant, dit-elle sans sourire. Julien a eu un mauvais pressentiment, une convocation soudaine comme celle-ci n'était jamais bon signe. D'un pas lourd, il l'a suivi jusqu'à la salle de conférence au bout du couloir. À l'intérieur, le PDG et le directeur des RH étaient assis, une pile de documents sur la table, leur visage était froid, dépourvu de toute gentillesse. Julien s'est assis sur la chaise indiquée, essayant de sourire bien que ses lèvres tremblent. « Que se passe-t-il, messieurs ?» Étrange d'être appelé si tôt, demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Le directeur a fait glisser un dossier bleu sur la table. « Ne tournons pas autour du pot, Julien. Nous menons un audit interne depuis une semaine et nous avons trouvé de nombreuses irrégularités dans les notes de frais de l'équipe marketing que vous gérez. » Le cœur de Julien s'est arrêté, il a ouvert le dossier avec des mains moites, à l'intérieur se trouvaient des preuves de fonds opérationnels détournés, de reçus d'essence falsifiés et même de factures gonflées de dîners clients qui n'avaient jamais eu lieu. Pendant longtemps, Julien avait écrémé de petites sommes de l'entreprise pour financer son train de vie ou payer des dettes de jeu. Auparavant, chaque fois qu'il y avait un écart, Camille, qui travaillait comme expert comptable dans un cabinet prestigieux qui se trouvait être l'auditeur externe de cette entreprise, l'aidait souvent à corriger les rapports ou couvrait même les pertes avec son propre argent pour sauver sa carrière. Camille le faisait pour protéger la réputation de son mari, mais maintenant ce bouclier protecteur avait disparu, clairement Camille ne le couvrait plus. En fait, elle aurait pu être celle qui avait tuyauté les auditeurs internes pour qu'ils regardent de plus près son département. « Je peux expliquer, monsieur, c'est juste une erreur administrative, bégaya Julien, paniqué, des sueurs froides coulant sur ses tempes. Une erreur administrative ? Le directeur des RH a ricané. 50 000 € ont disparu en 6 mois et vous appelez ça une erreur administrative. Nous avons déjà vérifié auprès des restaurants et des stations-service que vous avez listés, tous ces reçus sont faux. Et pire, nous avons reçu des informations selon lesquelles vous utilisiez les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Monsieur Evans interrompit le PDG, sa voix ferme et tonitruante. L'entreprise ne peut tolérer ce genre d'activité criminelle. À compter de ce moment, vous êtes licencié avec effet immédiat. Vous ne recevrez aucune indemnité de licenciement car les pertes que vous avez causées dépassent vos droits. Et une dernière chose, si vous ne restituez pas les 50 000 € dans les prochaines 48 heures, nous porterons cette affaire devant les autorités, la police viendra vous chercher. Le monde de Julien s'est effondré, licencié, pas d'indemnité, menacé de prison. Il s'est affaissé sur sa chaise, sans force, il a ouvert la bouche mais aucun son n'est sorti, c'était fini. La seule bouée de sauvetage qui lui restait venait d'être coupée. Il a essayé de supplier, se mettant même à genoux aux pieds de son directeur, pleurant et criant, oubliant toute dignité, mais la décision était finale. 2 gardes de sécurité ont été appelés pour l'escorter hors du bâtiment. La scène de la nuit précédente se répétait, cette fois sur son lieu de travail. Julien a été promené devant les bureaux de ses collègues qui le fixaient avec un mélange de choc et de mépris, les chuchotements le suivaient, la nouvelle de sa corruption se répandait comme une traînée de poudre. Il a été forcé d'emballer ses effets personnels dans un carton vide, il n'y avait pas grand-chose de valeur sur son bureau, juste une photo encadrée de lui-même ayant l'air prospère. Alors que Julien sortait du hall de l'immeuble de bureau, carton en main, il a vu quelque chose qui lui a serré la poitrine jusqu'à l'étouffer. Une berline de luxe argentée s'est arrêtée à l'entrée VIP de la tour d'affaires beaucoup plus prestigieuse juste à côté. La portière de la voiture s'est ouverte et une femme qu'il connaissait très bien en est sortie. C'était Camille, mais c'était une Camille différente, elle portait un tailleur pantalon chic et moderne,
ses cheveux étaient coiffés parfaitement et elle portait des lunettes de soleil qui lui donnaient un air sophistiqué. Elle marchait avec assurance, flanquée de 2 assistants portant sa mallette. Camille se rendait à une réunion avec un client important, sa carrière montait en flèche. Julien a voulu crier son nom, courir après elle, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Il a vu son propre reflet dans la vitre du bâtiment, échevelé, sale, malodorant, tenant un carton, tandis que Camille brillait comme un diamant fraîchement poli. À ce moment-là, Camille a tourné la tête et lui a lancé un regard fugace. Derrière ses lunettes de soleil, Julien pouvait sentir un regard perçant. Elle ne s'est pas arrêtée, ne l'a pas salué, n'a même pas montré de surprise, elle a simplement détourné le regard et a continué vers le gratte-ciel. Laissant Julien paralysé sur le trottoir, un perdant complet et absolu. La ruine de sa carrière était le complément parfait à sa souffrance, tandis que la femme qu'il avait méprisée volait maintenant haut, intouchable. Julien est retourné au parc d'un pas lourd, comme s'il traînait des boulets de 50 kilos, le soleil de midi tapait sur lui, il serrait le carton, symbole de son échec. Tout le long du chemin du retour, son estomac gargouillait, mais la faim n'était rien comparée à la peur qui le saisissait maintenant, il devait affronter sa mère et sa sœur les mains vides, sans argent, sans nourriture. Et avec la nouvelle qu'il était maintenant un chômeur avec un casier judiciaire au travail. Quand il a atteint le parc, il a trouvé une scène désolée, Bernadette et Chloé étaient blotties sur un banc dont la peinture s'écaillait, Bernadette massait ses pieds enflés tandis que Chloé éventait son visage agacé avec un morceau de carton. Quand elles ont vu Julien, leurs visages se sont illuminés une seconde, l'espoir d'un sandwich et d'un peu d'eau fraîche brillait dans leurs yeux. Chloé a même bondi pour l'accueillir, la main tendue, mais cet espoir a été brisé lorsque Julien est arrivé et a laissé tomber le carton sur le sol avec un bruit sourd. Ils ne pouvaient pas croiser leurs regards. Il leur a tout raconté, la voix brisée, le licenciement, l'audit, la menace de prison, l'absence d'indemnité. Un silence dense est tombé, puis la fureur a éclaté. Bernadette a hurlé hystériquement, frappant le bras de Julien, blâmant son enfant chéri d'être si stupide. Chloé n'était pas moins cruelle, elle a donné un coup de pied dans le carton, éparpillant son contenu, traitant son frère de raté inutile. Dans cette situation extrême, le masque d'une famille unie qu'ils avaient toujours porté pour Camille s'est complètement effondré, il n'y avait que l'instinct de survie d'individus égoïstes, se blâmant mutuellement pour leur pauvreté soudaine. Désespéré, Julien a enlevé sa montre de marque, le dernier objet de valeur qu'il possédait, il a exigé les boucles d'oreilles en or de Chloé, après une bagarre, elle les a cédées. Julien est allé chez un prêteur sur gage et a vendu les objets pour une misère, à peine assez pour quelques jours de nourriture bon marché et une semaine de loyer dans une chambre minuscule d'un taudis. Ils ont loué une chambre crasseuse sans fenêtre dans une ruelle malodorante, les murs étaient humides de moisissure, la salle de bain commune était dégoûtante. Pour Bernadette et Chloé, habituées à la maison luxueuse de Camille, c'était l'enfer. Ils ont mangé des plats chinois bon marché en silence, l'air épais de haine mutuelle. Cette nuit-là, l'épuisement a eu raison de Julien et Bernadette, mais Chloé est restée éveillée, fixant le plafond couvert de toiles d'araignée, elle a regardé avec dégoût sa mère et son frère endormis, elle sentait qu'elle méritait mieux. Le diable sur son épaule a chuchoté, si tu restes, l'argent sera parti dans une semaine, mais si tu le prends pour toi, tu peux t'enfuir dans une autre ville, trouver un nouvel homme au crochet de qui vivre. Lentement, prudemment, Chloé a glissé sa main sous l'oreiller de Julien, son cœur battait la chamade, elle a senti l'enveloppe d'argent et l'a doucement retirée. Julien a bougé et elle s'est figée, mais il s'est juste retourné. Avec l'argent sécurisé, Chloé a silencieusement fait son sac, sans un regard en arrière pour la famille qu'elle trahissait, elle s'est glissée hors de la chambre et a disparu dans la ruelle sombre, emportant leur seul espoir de survie avec elle. Le lendemain matin, les cris de Julien ont réveillé l'immeuble, l'argent avait disparu, Chloé avait disparu. Bernadette a d'abord refusé d'y croire, mais la réalité était indéniable, leurs filles et sœurs les avaient abandonnés. Alors que Julien rageait, frappant le mur moisi jusqu'à ce que ses jointures saignent, le propriétaire a fait irruption, furieux du bruit, voyant Julien hors de contrôle et incapable de payer le reste de la semaine de loyer, il les a jetés dehors sur le champ. Maintenant, il n'avait absolument plus rien, zéro. Le choc de la trahison de sa fille a brisé la santé de Bernadette, elle était pâle et faible, Julien a dû la soutenir alors qu'ils erraient dans les rues chaudes. Dans un dernier acte désespéré, il a conduit sa mère sur le long chemin de retour vers le quartier de Camille, peut-être, pensait-il, qu'elle se serait calmée, peut-être qu'elle aurait pitié en voyant l'état de sa mère. Ils sont arrivés au crépuscule, ressemblant à des mendiants, le garde de sécurité les a reconnus mais les a laissés se tenir de l'autre côté de la rue.
la maison était sombre et silencieuse, le 4x4 de Camille n'était pas dans l'allée, et puis Julien l'a vu, quelque chose qui a fait flancher ses genoux, un grand panneau jaune était planté dans la pelouse immaculée avec des lettres rouges en gras à vendre. Camille ne les avait pas seulement mis dehors, elle effaçait toute trace d'eux, la maison était vide, elle était partie, emportant son succès et son bonheur avec elle, laissant Julien et sa mère totalement seuls dans un monde cruel. Julien s'est effondré sur le bitume, serrant les jambes de sa mère et pleurant silencieusement dans l'ombre de la maison qu'il avait autrefois considérée comme acquise. Pour Camille, les jours suivant l'expulsion ont été remplis d'un silence guérisseur, plus de cris pour le café, plus de feuilletons bruyants, plus de plaintes sur la nourriture, la maison était si calme qu'elle pouvait entendre le tic-tac de l'horloge. Au début, c'était étrange, mais bientôt c'est devenu la paix qu'elle avait désirée pendant 5 ans. Elle a engagé une équipe de nettoyage professionnel pour nettoyer chaque recoin en profondeur, effaçant leur odeur, puis elle a appelé un agent immobilier, bien qu'elle l'ait payé de son sang, de sa sueur et de ses larmes, la maison contenait trop de mauvais souvenirs. Elle s'est vendue en 2 semaines pour un bon prix. Avec cet argent et ses économies, elle a acheté un appartement terrasse de luxe au cœur de la ville, c'était plus petit mais beaucoup plus moderne avec une sécurité de haut niveau, de sa fenêtre du 30e étage, elle pouvait voir les lumières de la ville, symbole de son avenir brillant. Sa carrière a décollé, libérée du drame familial épuisant, elle s'est investie dans son travail, le projet d'audit a été un succès massif et elle a été promue associée senior dans son cabinet, cela s'est accompagné d'une voiture de fonction, d'une assistante personnelle et d'une augmentation de salaire significative. Son style a changé, elle a fait don des vêtements simples qu'elle portait et a rempli son placard de tailleur de créateur, son visage, autrefois fatigué, rayonnait maintenant, ses amis disaient qu'elle paraissait 10 ans plus jeune. Le divorce a été une formalité rapide au tribunal, Julien ne s'est jamais présenté, donc le juge l'a accordé en son absence. Quand le marteau est tombé, Camille n'a pas pleuré, elle a souri, soulagée. En quittant le tribunal, elle a reçu un SMS d'un numéro inconnu, « Camille, c'est Julien, j'utilise le téléphone d'un inconnu. S'il te plaît, aide-moi. Ma mère est très malade, nous dormons dans la rue, Chloé s'est enfuie avec notre argent. J'ai l'impression que je vais mourir. Je jure que je changerai. Laisse-nous revenir. Reste-t-il un peu d'amour dans ton cœur pour moi ?» Camille a lu le message sans émotion, elle ne ressentait aucune pitié, aucune envie d'aider, seulement du dégoût. Elle se souvenait de Julien la laissant avec une forte fièvre pour aller à la pêche, elle se souvenait de Bernadette jetant un repas qu'elle avait cuisiné parce qu'il était un peu fade, elle se souvenait de la dernière gifle. L'amour ? Cet amour avait été assassiné par eux maintes et maintes fois. Sans répondre, Camille a bloqué le numéro et effacé le message, elle a marché jusqu'à sa fenêtre et a regardé la ville scintillante. Quelque part dans un coin sombre, Julien pleurait sur son sort, mais ce n'était plus son problème, il avait choisi d'être un agresseur paresseux quand il avait tout, maintenant il devait vivre avec les conséquences d'être un perdant sans rien. Camille a respiré l'air frais de la liberté, elle était entière, elle était forte et elle était heureuse toute seule. 1 an plus tard, une somptueuse salle de réception au centre-ville était magnifiquement décorée, c'était la soirée de lancement de la 5e boutique de Camille et l'inauguration de la fondation caritative qu'elle avait créée pour aider les femmes victimes de violences conjugales. Une Camille radieuse a coupé le ruban inaugural, portant une robe élégante qu'elle avait conçue elle-même, elle n'était plus une femme opprimée, mais un symbole de résilience et de succès. Après la cérémonie, une distribution de charité a commencé, la distribution de 1000 repas chauds et de paquets d'aide financière aux personnes dans le besoin. Camille a insisté pour les distribuer personnellement, une longue file de personnes attendait patiemment, Camille donnait à chaque personne un paquet et une enveloppe avec un sourire bienveillant jusqu'à ce que ce soit le tour d'un homme squelettique poussant un vieux fauteuil roulant. L'homme portait des vêtements sales et déchirés, une odeur âcre émanait de lui, dans le fauteuil roulant était assise une vieille femme dans un état encore plus pitoyable, les yeux vides. Camille lui a offert le repas et l'enveloppe, « Tenez, monsieur, j'espère que ce sera une bénédiction pour vous et votre mère. » L'homme ne l'a pas pris immédiatement, sa main tremblante s'est figée, il a regardé les talons de créateur de Camille, puis a lentement levé son visage, ses yeux enfoncés ont rencontré les siens. Le temps a semblé s'arrêter. « Camille ?» Sa voix était à peine un murmure. Camille l'a étudié, malgré la crasse et la souffrance, elle l'a reconnu, c'était Julien, et la vieille femme était Bernadette. Son ex-mari et son ex-belle-mère se tenaient devant elle comme des mendiants, attendant sa charité. Le cœur de Camille battait régulièrement, elle ne ressentait aucune colère, aucune rancœur, pas même de pitié, juste un vide, une indifférence totale, c'étaient des étrangers.
Julien s'était attendu à une réaction, des cris, des pleurs, n'importe quoi, il voulait tomber à genoux, implorer le pardon. Mais Camille n'a rien fait de tout cela, elle lui a adressé un signe de tête poli et professionnel, son sourire ne faiblissant jamais, elle a placé le repas et l'enveloppe dans la main tremblante de Julien et s'est tournée vers la personne suivante dans la file. « S'il vous plaît, avancez, monsieur, il y a une longue queue. » Le cœur de Julien s'est brisé, son indifférence était la punition la plus douloureuse de toutes, être invisible, être insignifiant. Un garde de sécurité lui a gentiment demandé de bouger. Abasourdi, Julien a poussé le fauteuil roulant de sa mère, ils se sont arrêtés sur le trottoir d'en face, il a regardé Camille monter dans une berline de luxe noire, un chauffeur lui tenant la portière, la voiture a démarré, l'emportant vers sa vie brillante sans un seul regard en arrière. Julien a ouvert le récipient de nourriture, à l'intérieur se trouvait du poulet rôti, de la purée de pommes de terre et des haricots verts, le repas le plus luxueux qu'il ait vu depuis un an. Il a donné une cuillerée à sa mère qui l'a saisie avidement, puis en a pris une bouchée lui-même, c'était délicieux, mais c'était mélangé au goût salé des larmes qui coulaient sur ses joues. Il a pleuré de manière incontrôlable au milieu de la rue, serrant la boîte de nourriture comme si c'était son seul lien avec le passé. Le regret était venu bien trop tard, il avait jeté un diamant pour une poignée de pierres tranchantes, et maintenant ces pierres l'avaient saigné à blanc. La porte du pardon n'était pas seulement verrouillée, la propriétaire avait déménagé dans un palais bien plus beau. La vengeance parfaite n'est pas la rage, mais devenir si heureux, si prospère et si paisible que l'existence de ceux qui vous ont fait du mal devient complètement et totalement insignifiante. Leur ruine n'était qu'une note de bas de page mineure dans le roman épique de son succès.